De 1337 à 1453, la France et l'Angleterre s'affrontent dans ce que l'histoire nommera la guerre de Cent Ans, un conflit long, brutal et profondément enraciné dans des querelles dynastiques autant que politiques. À la mort de Philippe IV le Bel, en 1314, la couronne de France passe successivement à ses trois fils, Louis X le Hutin, Philippe V le Long, puis Charles IV le Bel, mais aucun ne laisse derrière lui d'héritier mâle. Face à cette impasse successorale, les grands du royaume, barons et prélats, font le choix de couronner Philippe de Valois, neveu de Philippe le Bel, devenu Philippe VI, tout en écartant volontairement les filles du défunt roi de la transmission du pouvoir. Cette décision n'est pas neutre, car l'une d'elles, Isabelle de France, est l'épouse d'Édouard II d'Angleterre et la mère d'Édouard III, qui nourrit de vastes ambitions sur le continent, notamment en Bretagne et en Flandre. Les tensions s'exacerbent jusqu'au point de rupture en 1337, lorsque Philippe VI cherche à confisquer les possessions anglaises d'Aquitaine. En réponse, Édouard III franchit un seuil irréversible en se proclamant roi de France, ouvrant ainsi une guerre de légitimité et de souveraineté qui, pendant plus d'un siècle, ensanglantera les deux royaumes et bouleversera durablement l'équilibre de l'Europe occidentale. Sous les règnes de Philippe VI puis de Jean II le Bon, la première phase de la guerre tourne nettement à l'avantage de l'Angleterre. La chevalerie française subit une série de revers retentissants. Crécy en 1346, Calais en 1347, puis surtout Poitiers en 1356, où le roi de France lui-même est fait prisonnier. Ces défaites ne sont pas seulement militaires, elles sont aussi culturelles et doctrinales. La noblesse française, sûre de la supériorité de la charge chevaleresque, se heurte brutalement à une nouvelle réalité du champ de bataille. Les archers anglais, armés du longbow, capables de tirer à grande cadence à plus de 200 mètres avec une puissance de pénétration redoutable. Ils brisent l'élan des cavaliers et imposent une supériorité tactique décisive, y compris lorsque les Anglais sont en infériorité numérique. Cette leçon, pourtant cruellement répétée, sera encore ignorée à Azincourt en 1415, où l'armée française subira l'un de ses pires désastres. La guerre entre alors dans une seconde phase avec l'avènement de Charles V le Sage en 1364. Le nouveau roi hérite d'un royaume affaibli, morcelé et menacé de toutes parts. Ravagé par les grandes compagnies de mercenaires livrés au pillage, attaqué par les armées anglaises solidement implantées, et miné de l'intérieur par les ambitions de Charles de Navarre, descendant direct des Capétiens et prétendant sérieux à la couronne. Pour relever la France, Charles V comprend qu'il ne peut plus s'en remettre aux illusions héroïques du passé. Il lui faut un chef de guerre d'un genre nouveau, un capitaine capable de frapper vite, de manœuvrer avec intelligence, d'user l'ennemi plutôt que de l'affronter frontalement. Un homme intrépide, endurant, rusé, qui incarnera la revanche patiente et méthodique du royaume. Né vers 1320 au château de la Motte-Bron, près de Dinan, au sein d'une famille de petite noblesse bretonne, Bertrand du Guesclin ne correspond en rien à l'idéal chevaleresque de son temps. Les chroniqueurs le décrivent comme un homme au physique ingrat, au caractère rude, parfois brutal, mais doté d'une force exceptionnelle, d'une endurance hors norme et surtout d'un instinct guerrier remarquable. Ce sont précisément ces qualités, plus que l'élégance ou la naissance, qui lui permettent de s'imposer dans une époque où la guerre devient une affaire de résistance, de manœuvre et de ruse. Très tôt engagé dans les combats contre les Anglais, il se distingue par son courage et son efficacité lors de plusieurs actions décisives, notamment lors de la prise du château de Grand Fougeray et dans la défense acharnée de Rennes assiégée. Ses faits d'armes lui valent d'être adoubé chevalier en 1354, reconnaissance officielle d'un mérite forgé sur le champ de bataille plutôt que dans les salons. Sa carrière s'accélère ensuite rapidement. Il est nommé capitaine du Mont-Saint-Michel, place stratégique majeure face aux Anglais, puis lieutenant pour la Normandie, l'Anjou et le Maine. En 1364, il devient capitaine général des territoires compris entre la Seine et la Loire, tout en entrant au service rapproché du roi comme chambellan de France. Chef pragmatique, méfiant à l'égard des charges frontales et adepte d'une guerre d'usure, faite de coups de main, de harcèlement et de sièges méthodiques, du Guesclin incarne parfaitement la nouvelle manière de faire la guerre voulue par Charles V. Ses succès répétés, autant que sa fidélité sans faille à la couronne, conduisent naturellement le roi à lui confier en 1370 la plus haute charge militaire du royaume, le bâton de connétable de France, symbole de la revanche progressive et réfléchie de la France sur l'Angleterre. Dans la lutte qu'il mène pour chasser progressivement les Anglais du royaume, Bertrand du Guesclin adopte une méthode de guerre résolument moderne,
à rebours des affrontements frontaux recherchés par la chevalerie traditionnelle. Conscient de la supériorité tactique anglaise dans la bataille rangée, il s'attache au contraire à éviter le choc direct avec le corps de bataille ennemi et à rogner méthodiquement sa liberté de manœuvre. Sa stratégie repose avant tout sur la mobilité, la surprise et l'usure. Il frappe vite, là où on ne l'attend pas, et intercepte les convois, écrase des détachements isolés, enlève des garnisons mal soutenues, puis disparaît avant que l'ennemi ne puisse réagir. Du Guesclin veille toujours à surgir par une direction jugée improbable, désorientant ses adversaires et brisant leur capacité d'anticipation. Il choisit également ses objectifs avec un sens aigu de l'impact psychologique. Il s'attaque de préférence aux places où la garnison est démoralisée ou aux villes dont la population semble prête à basculer de camp, transformant chaque succès militaire en victoire politique. Cette guerre indirecte, faite de pressions constantes et de coups ciblés, permet à la France de reprendre l'initiative sans s'exposer à des désastres comparables à Crécy ou Poitiers. Sans livrer de grandes batailles, Du Guesclin parvient ainsi à réduire progressivement les possessions anglaises à une étroite bande de territoire cantonnée au sud-ouest du royaume, entre Bordeaux et Bayonne, préparant le redressement durable de la monarchie française. Tandis que le régent quitte précipitamment le théâtre des opérations pour regagner Paris et y ensevelir son père, Jean de Lebon, une menace grave se précise au nord du royaume. Par la Normandie surgit Jean de Grailly, captal de Buch, l'un des plus puissants seigneurs d'Aquitaine et vétéran redouté des guerres franco-anglaises. En mai 1364, il débarque à Cherbourg avec pour objectif clair d'empêcher le sacre du nouveau roi de France, agissant au nom de Charles le Mauvais, roi de Navarre. Autour de lui se rassemble une armée composite, à l'image des conflits de l'époque. Navarrais, mercenaires anglais, normands acquis à la cause navarraise, gascons et bretons montfortistes recrutés aussi bien dans les ports anglais que dans les fiefs normands ou les garnisons de Cherbourg. Ce n'est pas un chef ordinaire que la France affronte alors. Jean de Grailly a combattu à Poitiers, aux côtés du prince noir, et pour lui la guerre n'est ni un devoir ponctuel ni une ambition politique passagère, mais une vocation profonde, presque instinctive. Informé du danger, Bertrand du Guesclin agit sans délai. Il se rend à Rouen et il lève tout ce qu'il peut d'hommes fiables afin de barrer la route au Captal. Le 14 mai, l'armée navarraise se concentre dans la région comprise entre Pacy-sur-Eure, Évreux et Vernon, menaçant directement le cœur du pouvoir royal. Du Guesclin, pour sa part, quitte Rouen dès le 11 mai à la tête d'environ 1500 hommes. Il franchit la Seine, à Pont de l'Arche, et entraîne avec lui un noyau solide de combattants. Bretons fidèles entre tous, Normands restés loyaux à la couronne, Bourguignons, Picards et Gascons de la maison d'Albret. Tous sont unis non par l'appât du gain, mais par leur fidélité au royaume de France. Face à l'armée bigarrée du captal de Buch, c'est désormais l'affrontement de deux conceptions de la guerre qui se profilent. Celle des compagnies de mercenaires et des ambitions féodales contre celle d'un capitaine du roi décidé à défendre l'autorité légitime et l'unité du royaume. Le 16 mai 1364, Jean de Grailly est informé que Bertrand du Guesclin a franchi la Seine et marche résolument à son encontre. Vétéran aguerri des grandes batailles de la guerre de Cent Ans, il n'a rien oublié des enseignements tirés de Poitiers, où le prince noir avait écrasé la chevalerie française en exploitant le terrain et la discipline défensive. Refusant toute improvisation, le captal de Buch cherche aussitôt une position dominante. Il choisit une colline située à environ 6 km de Pacy-sur-Eure, au lieu-dit de Cocherel, emplacement soigneusement sélectionné pour ses avantages tactiques. Un pont tout proche lui offre une voie de repli vers Vernon ou Évreux en cas de nécessité, tandis que le relief lui assure une excellente visibilité sur les approches ennemies. Jean de Grailly adosse son dispositif à un vaste bois couvrant l'ensemble du sommet de la colline, se prémunissant ainsi contre toute attaque de flanc ou de revers. Fidèle aux méthodes anglaises, il fait mettre ses hommes pied à terre, renonçant à l'élan de la charge montée au profit d'une défense solide et disciplinée. Les chevaux et les chariots sont relégués à l'abri du bois, hors de portée de l'ennemi. Son armée est alors divisée en 3 corps d'environ 500 hommes chacun, prêts à soutenir un choc frontal prolongé. Autour de lui se tiennent plusieurs figures de premier plan, dont Jacques Froissart, secrétaire du roi de Navarre et futur chroniqueur de son temps, ainsi que Baudouin de Balloz, Pierre d'Aigremont et d'autres capitaines expérimentés. Tout dans ce déploiement témoigne d'une volonté claire. Forcer du Guesclin à attaquer une position préparée et reproduire sur les hauteurs de Cocherel le modèle de victoire anglaise qui avait déjà tant coûté au royaume de France. Les deux armées se font face et prennent position avec un soin extrême. Du côté anglo-navarrais, le dispositif est solidement organisé selon les principes défensifs éprouvés par les Anglais.
Sur l'aile droite se trouve Jean Jouel, à la tête des archers anglais, véritable pilier tactique du dispositif. Le centre est commandé par Jean de Grailly, le captal de Buch entouré de ses Gascons et de contingents normands aguerris. L'aile gauche est confiée aux Bascons de Mareuil qui alignent des Navarrais et des Gascons, formant un ensemble solide et discipliné. L'armée française se déploie en vis-à-vis. Au centre, Bertrand du Guesclin prend personnellement le commandement de ses Bretons, noyau dur de son armée, entouré de son frère Olivier du Guesclin, ainsi que des frères de Mauny, compagnons fidèles et vétérans des combats précédents. Sur l'aile gauche française se tient Jean III de Châlons-Harlay, comte d'Auxerre, à la tête de contingents normands et picards. L'aile droite est placée sous l'autorité de Baudouin de Lens, sire d'Annequin et gouverneur de Lille, qui commande des Bourguignons épaulés par Jean et Hugues de Vienne, le Gascon d'Albret, et le redouté Arnaud de Servolles. Enfin, du Guesclin a prévu une arrière-garde mobile composée de Gascons destinée à manœuvrer pour prendre à revers le centre anglo-navarrais du captal de Buch. Cette force de contournement est confiée à Eustache et Alain de la Houssaye, chargés d'exécuter le mouvement décisif au moment opportun. Conformément aux usages féodaux, le commandement aurait dû revenir au plus grand seigneur présent, Jean III de Châlons-Harlay, comte d'Auxerre. Mais celui-ci, conscient de son inexpérience, refuse l'honneur malgré l'insistance des chefs rassemblés. Avec humilité, il décline la charge. Il se dit trop jeune pour porter une telle responsabilité et désigne parmi eux des hommes aguerris, citant Bertrand du Guesclin et l'archiprêtre, rompus aux réalités de la guerre. Les capitaines se concertent, délibèrent brièvement. Le choix s'impose de lui-même. Le commandement est confié à Bertrand du Guesclin. À cet instant, les dés sont jetés. Le Breton s'avance vers la notoriété et l'histoire. Le cri de ralliement est proclamé. Notre-Dame du Guesclin, fidèle à sa nature, du Guesclin prépare méthodiquement ses hommes. Il harangue ses troupes, sans détour, exigeant courage et fermeté, rejetant toute faiblesse. À ceux qui douteraient, il offre la possibilité de se retirer avant l'épreuve. Mais à ceux qui fuiraient une fois le combat engagé, il promet une sanction implacable. Il n'a aucune indulgence pour les lâches. Soldat jusqu'au plus profond de l'âme, il assume pleinement son rôle de chef, imposant son autorité avec une évidence naturelle, aussi bien sur les hommes que sur les seigneurs qui l'entourent. Avant l'affrontement, il va plus loin encore. Il exhorte chacun à se confesser, à se préparer spirituellement à la bataille. Tous obéissent. Sous son commandement, l'armée française est désormais prête à livrer le combat. S'ouvre alors un face-à-face singulier entre les deux armées. Les lignes restent immobiles, figées dans une attente pesante. Aucun camp ne veut commettre l'erreur qui offrirait l'avantage à l'adversaire. Le captal de Buch refuse obstinément de quitter la hauteur qu'il occupe. Descendre de sa colline, ce serait renoncer au bénéfice du terrain. De son côté, Bertrand du Guesclin n'a aucune intention de lancer ses hommes à l'assaut de la pente. Une telle manœuvre épuiserait soldats et chevaux avant même que le combat ne s'engage réellement. Chacun campe donc sur ses positions, enfermé dans une prudence calculée. Nous sommes à la fin du mois de mai, et la chaleur devient écrasante. Sous les armures, de métal chauffé par le soleil, l'attente est pénible, presque suffocante, mais nul ne rompt l'équilibre. On se contente de tenir, de patienter, de surveiller l'ennemi. Les hommes cherchent à se désaltérer tant bien que mal. Les Anglais puisent dans leurs réserves de vin, tandis que les Français boivent l'eau que les femmes, suivant le convoi de chariots, viennent leur apporter. Dans ce silence tendu, la bataille se joue encore dans les esprits. Mais un événement va faire basculer la bataille. Le captal de Buch attend toujours l'arrivée de 300 lances commandées par Louis de Navarre, frère de Charles le Mauvais, et cette attente pèse sur le champ de bataille. Du Guesclin en est informé, il s'en inquiète sans s'en troubler outre mesure, et comprend surtout qu'il faut désormais forcer la décision, car ce face-à-face immobile ne peut durer éternellement. Il réunit alors ses principaux seigneurs et leur expose la manœuvre qu'il entend exécuter. Feindre la retraite, refuser en apparence le combat, contraindre l'ennemi à descendre de sa colline pour venir chercher l'affrontement, puis se retourner brusquement contre lui. Les ordres sont donnés et les Français commencent à se retirer lentement, ostensiblement. Du côté anglais, le mouvement est immédiatement remarqué. Un capitaine accourt prévenir le captal de Buch que les Français s'en vont et n'osent se battre. Mais le chef anglo-navarrais, qui connaît trop bien Bertrand, se montre méfiant. Ce n'est pas dans l'habitude de du Guesclin de fuir, et s'il se retire, c'est par ruse, pour attirer l'ennemi et se retourner sur lui au moment opportun. Tous ne partagent cependant pas cette prudence. L'impatience gagne certains capitaines, au premier rang desquels Jean Jouel, commandant des archers anglais, qui presse le captal de descendre immédiatement, convaincu que les Français battent en retraite. Malgré les mises en garde répétées, Jean Jouel finit par s'élancer en criant « Saint-Georges, qui même me suive !» dévalant la colline à la tête de sa troupe. Le captal de Buch ne peut l'abandonner, et contraint par le mouvement de ses hommes,
engage à son tour toute l'armée anglo-navarraise dans la descente. C'est l'instant que Du Guesclin attendait. Il ordonne aussitôt le retournement général, fait sonner les trompettes et lance son cri de guerre « Notre-Dame du Guesclin ». Le choc est immédiat et d'une extrême violence. Le fracas des armes emplit l'air, la mêlée devient confuse et acharnée. Les valets français eux-mêmes, armés de haches, s'acharnent sur les rangs ennemis tandis que les femmes restées à l'arrière jettent des pierres. Les Anglais, engagés dans l'attaque, ne peuvent utiliser efficacement leurs archers et le combat demeure longtemps indécis. Mais Du Guesclin a gardé une réserve. 200 hommes, commandés par Eustache de la Houssaye, surgissent soudain à l'arrière des Anglo-Navarrais après avoir contourné les vignes. La panique se répand aussitôt, les rangs se disloquent et la déroute s'installe. Les fuyards refluent vers Passy-sur-Eure, tandis qu'un cercle de fidèles continue encore à se battre autour du captal de Buch. Acculé, encerclé, celui-ci est finalement contraint de se rendre. La bataille est finie et Cocherel a livré son verdict. Les pertes confirment l'ampleur du succès français. Du côté anglo-navarrais, on dénombre entre 7 et 800 morts, parmi lesquels Bascon de Mareuil et Jean Jouel, ce dernier succombant à ses blessures quelques heures seulement après la fin des combats. À ces pertes s'ajoute un nombre considérable de prisonniers, signe de l'effondrement complet du dispositif ennemi. Figurent notamment parmi eux Jacques Froissart, secrétaire du roi de Navarre, Baudouin de Bolloz, Pierre d'Aigremont, Jean Gancel, Lopez de Saint-Julien ou encore Robert Chesnel. En face, les pertes françaises apparaissent très limitées au regard de la violence de l'affrontement, avec une trentaine ou une quarantaine de morts. Parmi ces derniers se trouvent toutefois plusieurs figures notables, dont Baudouin d'Annequin, le vicomte de Beaumont, Jean de Bettencourt et le seigneur de Villequier, rappelant que la victoire, si éclatante soit-elle, n'a pas été obtenue sans sacrifice. Bien que Cocherel demeure une bataille rangée au sens le plus classique du terme, Bertrand du Guesclin y déploie un stratagème qui révèle de la ruse et rappelle les méthodes de guerre indirectes qui avaient forgé sa réputation en Bretagne. Cette manœuvre n'est d'ailleurs pas sans évoquer un précédent célèbre de l'histoire militaire médiévale, la bataille d'Hastings, livrée près de 3 siècles plus tôt, le 14 octobre 1066, et dont Du Guesclin a pu, consciemment ou non, retenir la leçon. À Hastings, Guillaume le Conquérant, incapable de déloger les Anglo-Saxons, solidement établi sur une hauteur malgré de multiples charges de cavalerie lourde, vit ses troupes momentanément ébranlées par la rumeur de sa mort. Un mouvement de repli normand, proche de la panique, entraîna alors les Saxons à quitter leur position dominante pour poursuivre un ennemi qu'ils croyaient en fuite. Guillaume réapparut au moment décisif, sut exploiter cette imprudence. Il ordonna à son centre de faire volte-face tandis que ses ailes manœuvraient pour prendre l'adversaire à revers, transformant une retraite apparente en piège mortel. La manœuvre choisie par Du Guesclin à Cocherel procède de la même logique. Elle est audacieuse, car un repli fin peut à tout instant se muer en déroute réelle si le tempo se rompt ou si la troupe cède à la peur. Elle suppose une discipline rigoureuse, une parfaite synchronisation des mouvements et surtout une confiance absolue des combattants envers leur chef. À Cocherel comme à Hastings, cette confiance existe, et c'est précisément elle qui permet à la ruse de triompher de la force brute. Quelques semaines seulement après sa victoire de Cocherel, le destin de Bertrand du Guesclin connaît un brutal retournement. Le 29 septembre 1364, lors de la guerre de succession de Bretagne, il est fait prisonnier à la bataille d'Auray par les partisans bretons de Jean IV de Montfort. L'événement est de taille. Perdre Du Guesclin, c'est priver le royaume de France de l'un de ses plus précieux capitaines. Charles V en a parfaitement conscience et n'hésite pas un instant. Il fait verser la rançon considérable de 100 000 livres exigées pour sa libération, signe éclatant de la valeur stratégique et politique du personnage. Une fois libre, Du Guesclin reprend aussitôt la route de la guerre. Chargé par le roi d'une mission délicate, il prend bientôt la tête des grandes compagnies de mercenaires et les entraîne en Espagne afin de les éloigner du royaume et de servir les intérêts français dans la péninsule. Là-bas, sur les champs de bataille ibériques, il retrouvera son vieil adversaire, le roi de Navarre, prolongeant un affrontement personnel qui dépasse désormais le seul cadre breton pour s'inscrire dans la grande rivalité européenne du XIVe siècle. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à laisser un j'aime ou un commentaire, ça me soutient beaucoup. Partagez la vidéo, pourquoi pas, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes vraiment beaucoup à regarder la vidéo sans être abonné, environ 80% à chaque fois. Donc voilà, si vous voulez me donner un petit peu de baume au cœur et un petit peu de courage pour continuer cette aventure, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également me rejoindre sur la plateforme Twitch où je viens de me lancer pour se retrouver de manière un petit peu plus détendue autour d'un jeu vidéo, pourquoi pas historique, de discussion. Je vous y attends, c'est le même pseudo, Mémoire des siècles. Je vous remercie d'avance pour toutes ces choses et je vous dis à très vite sur la chaîne.